Alors dans cette deuxième partie, on va s'intéresser au cas de deux masses M1 et M2 soumises à des forces externes F1 et F2, mais aussi à des forces internes, c'est-à-dire que la masse M2 va appliquer une force F1 sur 2 sur la masse M1 et M1 va appliquer une force F2 sur 1 sur la masse M2. Ce sont des forces internes. Alors, en utilisant le principe de la dynamique de Newton, pour les deux masses, alors on aura la somme des forces appliquées sur la masse M1 égale à M1, la dérivée deuxième par rapport au temps de R1, où R1 c'est le vecteur position de la masse M1 par rapport à l'origine O. Et pour la deuxième masse M2, on aura la somme des forces appliquées sur la masse M2 égale M2 fois la dérivée deuxième de R2 par rapport au temps, où R2 est le vecteur position de la masse M2. Alors, en additionnant les deux équations, on aura la dérivée M1 plus la dérivée deuxième plus M2 la dérivée deuxième égale à la somme des forces. On a en tout 4 forces. Alors, ou encore, on aura la dérivée deuxième, puisqu'on suppose que les masses ne changent pas de valeur. La dérivée deuxième par rapport au temps de M1 R1 plus M2 R2 égale à la somme des forces appliquées sur les masses, les deux masses. Maintenant, en utilisant le principe d'action de réaction qui nous dit que une masse va appliquer une force sur M1, M2 va appliquer une force sur M1, M1 va réagir avec une force F1 sur 2, alors de même module mais de direction opposée, ce qui nous donne F2 sur 1,1 égale à moins F1 sur 1 sur 2. Alors, en remplaçant F2,1 par cette expression, on voit bien que ce terme saute et il nous reste en fin de compte que les deux forces externes appliquées sur les deux masses. Alors la dérivée deuxième par rapport au temps des M1 R1 plus M2 R2 égale à la somme des forces, bien sûr. Alors, on remarque d'autre part que le centre de masse d'un ensemble est donné par cette expression, c'est-à-dire si on a un ensemble de masses positionnées dans des vecteurs, dans des positions repérées par des vecteurs position R1, R2, Rn, on aura le vecteur position du barycentre qui est égal à cette expression. Alors dans notre cas, on a juste deux masses, c'est-à-dire que M1 R1 plus M2 R2 égale à grand M R, avec M c'est la somme des deux masses, petit m1 plus petit m2, et R est le vecteur du centre de masse ou le barycentre d'un point de vue géométrique. Alors on aura, en remplaçant dans cette expression, on aura M, la dérivée deuxième de R par rapport au temps, égale la somme des forces appliquées sur le système, c'est-à-dire toutes les parties du système, avec MdR sur dt égale à P, ce qu'on appelle la quantité du mouvement total du système. Alors, dans le cas général de n masse, on aura bien sûr la variation de la quantité du mouvement total par rapport au temps, elle est due à la somme des forces externes appliquées sur chacune des forces. Alors, on voit bien sur cette figure, on a 4 masses par exemple, c'est juste pour l'exemple, repérées chacune par un vecteur position R1, R2, R3, R4 et soumises à des forces. Alors on suppose ici que les forces ne vont pas causer une rotation. Alors, ça revient à l'étude du mouvement du centre de masse repéré par un vecteur R1, R, grand R, qui est soumis à une force qui est égale à la somme de toutes les forces appliquées sur les masses, c'est-à-dire toutes les parties du système. Alors, voilà, la variation de la quantité de mouvement de centre de masse est due à une force qui est la somme des forces externes appliquées sur toutes les parties du système. Maintenant, dans l'exemple d'un objet rigide en chute libre,
Alors par exemple, on a un corps rigide ici, il est constitué de parties infinitésimales puisqu'il est continu. Alors chaque partie, elle est soumise à son poids, c'est-à-dire dm fois g, où g est le champ de pesanteur, c'est une accélération de pesanteur. Alors la quantité de mouvement du système égale à la somme des mi, ri, point, et chaque partie du système est soumise à une force égale à mi fois j. Voilà. Maintenant, puisque le système, le corps rigide est continu et indéformable, on passe de la somme vers l'intégrale. On a dm fois dr qui est égal à la masse m fois r. C'est avec r, on a dit que c'est le vecteur position du centre de masse du corps. Et chaque partie du corps est soumise à son poids, c'est-à-dire la somme des mi fois ji. On passe à l'intégrale, on écrit dm fois gr. Alors il faut remarquer ici que gr, c'est ce qu'on appelle le champ de pesanteur, il dépend de r en tout point, il n'est pas constant. Mais on suppose ici que le vecteur d'accélération gravitation gr était le même en tout point du corps et tout au long de sa trajectoire. Alors si on fait cette supposition, on peut considérer g comme constant dans la région où se fait le mouvement et on peut le faire sortir de l'intégrale. L'intégrale sur dm, ça donne bien évidemment la masse m fois g. Alors les deux m de part et d'autre sautent, on aura la dérivée deuxième de r par rapport au temps égale à g, c'est-à-dire l'accélération donnée au système, au corps rigide, au centre de masse du corps rigide, égale à l'accélération du champ de gravitation. Alors c'est en bonne approximation, vous voyez que c'est une approximation d'avoir ce résultat, parce qu'on a supposé que le gr est le même en tout point de l'espace, ce qui n'est pas exactement vrai. Alors, un petit commentaire sur ce résultat. Alors, la masse dans le terme à gauche représente le fait qu'on ait considéré que toute la masse de l'objet est concentrée dans un point dit centre de masse, repéré par le vecteur R. Alors que la masse m dans le terme à droite représente le fait que toutes les masses infinitésimales constituant le corps rigide subissent la même force de gravité. C'est comme si toute la masse du corps est concentrée dans un point dit de centre de gravité, qui dans ce cas particulier confondu avec le centre de masse du corps, tout en subissant une force égale à mg. C'est pour cela on ne doit pas confondre le centre de masse d'un objet avec son centre de gravité. C'est très important. Maintenant, si on passe au concept de moment, on fait introduire le moment des forces dans les équations obtenues par la seconde loi de Newton. Alors, on a deux masses toujours qui sont soumises à des forces F1 et F2 sur 1. La masse M2 est soumise à F2 externe et F1 2. Alors si on introduit le concept du moment, on aura R1 vectoriel, la dérivée 2 par rapport au temps de la quantité du mouvement égale au moment des forces par rapport au point. On choisit par exemple le point O, F1 externe plus F2, 1. Et R2 vectoriel la variation du temps par rapport à M2, V2 égale R2 vectoriel F2 x plus F1, 2. Ce sont des forces qui s'appliquent sur la masse 2. Alors en sommant ces deux équations, on aura cette équation, bien sûr, la somme. Alors on aura la dérivée par rapport au temps des moments cinétiques de chaque masse égale la somme des moments cinétiques de toutes les forces qui s'appliquent sur le système, c'est-à-dire sur la masse 1, M1 et M2. Alors puisque F2, 1
sur 1 égale à moins F1 sur 2, action-réaction. On aura R1 vectoriel F2 sur 1 plus R2 vectoriel F1 sur 2 égale à R2 moins R1 moins R2 vectoriel F2, 1. Alors, R2 moins R1, est tracé sur cette figure. Il relie 2 à 1. Et vous voyez que R1 moins R2 est parallèle à F2, 1, ce qui donne un produit vectoriel nul. C'est une propriété du produit vectoriel, car R1 moins R2 est parallèle à F2, 1. Ce qui donne la dérivée par rapport au temps des sommes des moments cinétiques des masses égale au moment des forces externes, c'est-à-dire les forces internes disparaissent. Et on aura de façon générale, dans le cas général, la variation du moment cinétique total du système, qui est la somme des moments cinétiques de chaque partie, égale à la somme des moments de chaque force qui s'applique sur une partie du système, c'est-à-dire une masse. De façon générale, la variation du moment cinétique total d'un système par rapport au temps est due à un moment total qui est la somme de tous les moments des forces qui s'appliquent sur le système.